Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ma chaîne Epiphanie. La chaîne Epiphanie a pour objectif de partager avec vous un certain nombre de points de vue, d'opinions que j'ai par rapport à l'actualité mondiale, par rapport à ce que je pense, mon ressenti. Et donc, si vous êtes présent sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous demanderai aussi de cliquer sur j'aime, la pouce j'aime afin de référencer la chaîne et éventuellement de vous abonner afin d'être à jour d'actualité que je vais essayer de partager avec vous. Alors, 2026, mars 2026, les élections présidentielles au Congo. Le peuple congolais va être appelé à choisir, entre guillemets, la personne qui sera digne de présider aux destinées de la nation. Étant donné que nous sommes dans une république sur le papier, il s'agira donc d'élire le président de la République. Mais comme culturellement nous sommes des Bantous, culturellement parlant, il s'agira d'élire ce que nous on appellera en lingala le Mokonzi. Mokonzi Mboka, c'est-à-dire le chef du village, pour ne pas dire le chef du pays. En Kikongo, on va dire Mfumubula, c'est-à-dire le chef du village, ou Mfumurata, ou Mfumabwala. Les autres vont dire Makoko ou Onko. Bref. Donc, il s'agira d'aller choisir celui qui va destiner aux destinées du pays. Alors, l'écosystème politique congolais, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà le Parti congolais du travail, parti État, qui est à la tête parce que c'est lui qui dirige. Et ce parti qui a une longévité du pouvoir, parce que le Parti congolais du travail, créé le 31 décembre 1969, aura aujourd'hui 26 ans d'existence et dont 51 ans de pouvoir. Donc ce parti est en train de fourbir déjà ses astuces pour pouvoir conserver le pouvoir, parce que vous savez, la politique, le leitmotiv de la politique, c'est conquête, gestion, conservation du pouvoir. Bon, c'est de bonne guerre. Donc, le Parti congolais du travail est en train de fourbir ses moyens, ses outils pour pouvoir conserver son pouvoir, tout à fait normal. Et donc, ce parti est suffisamment outillé en termes de ressources humaines, d'expérience, afin de conserver ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, son gâteau. Avec des élites ayant une profondeur historique sans égale, vu la longévité du pouvoir, dans la gestion déjà de l'administration, et de l'anthropologie et de l'anthropologie et je dirais de la sociologie de notre pays. Le Parti congolais du travail, c'est plusieurs cadres qui viennent de différents horizons, du nord au sud, est, ouest du Congo, de tous les départements. Il y a toujours des cadres, donc ils ont suffisamment de ressources humaines pour pouvoir, en fait, vu la longévité du pouvoir et le fait qu'ils sont restés au pouvoir, un maillage déjà de l'appareil de l'État, de l'administration, des cadres dans tous les domaines, l'armée, la police, tout et tout. Donc, évidemment, quand un parti est assis comme ça sur des fondements, ce n'est pas évident de pouvoir le déloger. Et puis, c'est un parti qui a des élites qui sont rotors, des as, des intrigues et de la manipulation. N'oublions pas que c'était déjà... le PCT est un parti communiste. Donc, le communisme, c'est tout ce que nous savons. Et il s'est reconverti actuellement dans, j'en pas dire, le libéralisme, le capitalisme, entre guillemets, mais les réflexes sont toujours là. Donc, ce parti fourbit ses moyens pour pouvoir conserver son pouvoir. Alors, ceux qui ont été victimes déjà de cela, nous avons l'exclusion du RDD. RDD, du président Jean-Jacques Yombi Opango, et l'exclusion de Clément Mirassa du Parti social-démocrate congolais, PSDC. De Clément Mirassa, deux figures de l'opposition au Congo, dont le dénominateur commun pour moi sont les suivants. Déjà, la constance dans leur discours, la non-compromission avec le pouvoir, ce sont des gens qui sont restés à l'équerre dans leur opposition, et une assez relative longévité parce que ce sont des partis qui sont au pouvoir depuis l'époque de la conférence nationale souveraine. Il y a aussi ça. Et enfin, nous disons le nom de ces leaders, parce qu'au Congo, lorsqu'on parle par exemple de Yombi, le nom Yombi, tout le monde sait à quoi ça renvoie. Quand on parle de Clément Mirassa aussi,
idem, c'est la même chose parce que Clément Mirassa, nous dirons que le président Clément Mirassa fait partie des derniers leaders ou cadres politiques qui avaient été arrêtés pendant le monopartisme à la période de la chute du mur de Berlin et la perestroïka. Parce que à l'époque, avec d'autres intellectuels, ils avaient eu ce courage d'écrire une lettre ouverte au président de la République pour réclamer la conférence nationale souveraine et plus ou moins des réformes structurelles. Donc, il avait eu à faire la prison. Mais après cela, la chute du mur de Berlin, le sommet de la Baule, où François Mitterrand avait réuni tous les pays francophones, leur exigeant la démocratie, avec une prime que ceux qui allaient accepter aller dans le multipartisme, ils allaient avoir ce qu'on va appeler quoi, un encouragement. Mais en réalité, c'était une stratégie du Parti socialiste français de François Mitterrand, qui avait déjà vu le vent de la démocratie qui venait, qui voyait déjà que des mutations allaient se passer en Afrique. Donc, dans une forme d'intelligence, ils ont essayé de contrôler ces mutations, donc en canalisant plus ou moins des conférences nationales. Mais après, on a vu qu'en fait, cette démocratie, ils n'y croyaient pas, parce que quand il allait s'agir plus tard de soutenir des leaders politiques qui n'étaient pas des démocrates, mais qui défendaient les intérêts de la France, ils les ont plutôt soutenus plutôt que de soutenir ce qu'on appelle entre guillemets les démocrates. Donc voilà, donc nous avons ces deux partis, ces deux leaders qui sont déjà exclus, pour des raisons qui ont été invoquées au niveau par l'administration. Mais bref, il s'agissait d'éliminer des adversaires politiques qui pouvaient troubler le jeu. Nous avons également des leaders que moi je vais appeler entre guillemets les enfants. Quand je dis enfants, ce n'est pas péjoratif, c'est parce que par rapport à leur âge, ce sont des leaders de ma génération. Et puis aussi par rapport à la longévité de leur parti. Donc nous avons Dave Mavula du parti Les Souverainistes, et nous avons également Destin Gavet, président du mouvement républicain. Pour le moment, je dirais que eux, ils sont tolérés. Pour le moment, le Parti congolais du travail les tolère, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait quand même un habillage démocratique du Congo. Bon, voilà, bref. Après, nous avons aussi une candidature assez particulière, celle du pasteur Ntoumi, Frédéric Vitsang. Un candidat assez sulfureux, un candidat assez intrigant, un ancien rebelle du Conseil national de la résistance, et qui aujourd'hui présente sa candidature, et nous voyons que sa candidature essaie de raviver la flamme de certains contestataires éternels, nostalgiques du messianisme politique, qui actuellement sont orphelins, n'ont pas de leader, et ont trouvé en lui, ce qu'ils estiment être celui qui va plus ou moins raviver la flamme. Bon, on verra ce que ça va donner. Bref, lui, il est candidat, et son candidat, on dira, si ta candidature est validée, ce qui sera toléré par le pouvoir en place. Quant à l'opposition constitutionnelle dont le président est le président de l'UPADES, le parti du président Pascal Lissouba, lui, son rôle d'accompagnateur du pouvoir n'est plus à démontrer. Et vu le rôle qu'il joue, sans doute, ils trouveront un arrangement avec le PCT dans leur mbongi nocturne pour voir comment est-ce qu'ils vont définir un modus vivendus pour toujours demeurer et travailler ensemble. Il y a également récemment une lettre ouverte qui a été écrite par un cercle des intellectuels de haute facture avec des sempiternelles recommandations, dialogue inclusif, transition, bref, tout ce qu'on connaît. En fait, une conférence nationale 2.0. Et personnellement, je pense que ces solutions, ce sont des vieilles solutions, des vieilles recettes que le Congo a déjà eu à connaître. Donc, on n'a rien à attendre de ça. Et nous avons également, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, ceux qui connaissent vraiment l'histoire du Congo et ceux qui ont une profondeur historique du Congo, on a besoin d'être un devin pour savoir que l'actuel locataire du palais de l'Élysée n'acceptera jamais d'organiser une conférence nationale ou un dialogue qui aura pour objectif de le dépouiller en fait de ses prérogatives. Ça, il ne faut pas rêver. Ceux qui connaissent le Congo, ceux qui connaissent l'homme, ceux qui connaissent l'animal politique savent qu'il ne le fera pas. Et puis la conception qu'il a du pouvoir aussi, c'est que c'est lui le chef du village. Donc c'est le moine, c'est le mokonzi, c'est le chef. Donc
C'est un peu ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans des républiques, mais ces républiques, c'est-à-dire c'est un habillage occidental qui, dans l'architecture constitutionnelle, nous avons un habillage occidental, mais dans la pratique et dans les mœurs, en fait, nous nous comportons comme dans notre culture, c'est-à-dire des Bantous. Et dans la conception des Bantous, le chef, en réalité, le chef, ouais, c'est le monarque tout-puissant, incontesté, et auquel tout le monde vient présenter les doléances et tout. Donc, les joutes électorales, en fait, c'est juste une façon de se mettre aux normes avec ce qu'on va dire les standards internationaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce qui explique qu'en Afrique, nous avons des changements de constitution, nous avons les quatrième mandats, troisième mandat et tout le reste. En réalité, c'est un problème sociologique, c'est un problème, un défi anthropologique auquel les élites africaines devraient répondre. C'est-à-dire, nous avons des schémas républicains qui ne cadrent pas avec nos cultures. Bon, je ne fais pas ici l'apologie des troisième mandats et tout le reste. Je dis tout simplement que les faits sont là. Ce dénominateur commun, cette constante est là. Et même là où on vous parle de démocratie, dans les pays où, en Afrique, entre guillemets, où les élections se font de manière transparente, avec un président qui est élu chaque 5 ans ou chaque 10 ans. Mais quand vous voyez bien dans la pratique du pouvoir, en fait, nos présidents se comportent comme des chefs de village, se comportent comme les rois africains anciens. C'est-à-dire le chef est là et c'est lui qui a presque tous les pouvoirs. La séparation des pouvoirs telle que définie par le modèle occidental, c'est en fait une séparation des pouvoirs de façade. D'ailleurs, même en Occident, c'est la même chose. On se rend compte que c'est une grosse farce. Bref. Donc, des élections présidentielles auront lieu, ça c'est sûr. Mais ceux qui connaissent l'histoire du Congo, comme on dit, un peuple qui ignore, un peuple qui oublie son histoire est appelé à le revivre. Wilson Churchill en dira. Et Karl Marx va dire, l'histoire ne se répète pas, l'histoire bégaye. Au début, ça peut être une farce pour la première fois, mais la seconde fois, c'est une tragédie. Tragédie dans ce sens que tu étais déjà préparé à tu as déjà eu à vivre ces événements dans le passé et tu les subis encore pour une énième fois, alors que tu aurais pu être préparé. Alors là, ça devient quasi tragique. Pour notre cas, l'analyse que je fais, c'est que ce qui va se passer à 3 heures du matin, à l'heure où, selon certaines croyances chrétiennes, on dirait que les anges qui sont venus visiter la terre vont repartir dans le ciel, et que le folklore populaire congolais dirait que les conducteurs des aéronefs qu'on appelle El Makana vont rentrer chez eux pour rejoindre leur corps. Le lion de Mpuya viendra proclamer les élections, disons qui a gagné les élections, et tout le monde le connaît. C'est ce qui va se passer. Point n'est besoin d'être un devin pour penser le contraire. Ceux qui veulent participer à cette élection, c'est bien, mais sans poser au départ les préalables de gouvernance électorale, transparence des fichiers. Franchement, c'est des gens qui vont se balader. Comme disons les Ivoiriens, qui vont se blaguer. Bon, bref. Mais bon, là n'est pas le problème. Mais nous, dans tout cela, ce que nous souhaitons, notre vœu, et nous émettons le vœu, c'est que ces élections se passent sans que le sang puisse couler. Parce que malheureusement en Afrique, dès qu'il y a élection présidentielle, dès qu'il y a une joute électorale, c'est des affrontements, c'est le sang qui coule. Et nous souhaiterons que ce ne soit pas le cas. Nous devons apprendre à transcender cela. Vous savez, la démographie, l'une des plus grandes richesses d'une nation, c'est sa démographie. La démographie est une richesse. Et surtout, si les ressources humaines sont bien exploitées. Quand je dis bien exploitées, c'est-à-dire accès à l'éducation, accès à la formation, accès à la conscientisation, accès au travail, travail de métier, toutes ces choses. Ce sont ces petites mains, ce sont ces petites activités qui élèvent une nation et qui l'emmènent très haut. Et chaque cerveau a son importance. C'est pour cela que nous devons apprendre à dépasser cet esprit où nous nous entretuons entre nous, à dépasser cet esprit où pour des joutes électorales, les gens meurent, et à
à comprendre que chaque individu est important et chaque individu compte. Et même une vie doit être sacrée et préservée. Même une personne avec qui on n'est pas d'accord, il faudrait qu'on apprenne à savoir que le son de cloche qu'il apporte là, ce son de cloche, la société en a besoin. Il y a cela, et puis nous souhaitons aussi que, notre vœu, c'est que le patriotisme se fasse, qu'il y ait un sursaut de patriotisme au sein des classes politiques congolaises déjà, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Nous savons qu'il y a des passerelles qui existent, des intellectuels, des cadres qui sont là, qui servent de pont entre les deux. Et que, bon, qu'on trouve un modus vivendi qui fera que la société puisse évoluer dans la concorde et dans la paix. Afin que, aussi bien ceux qui sont dans la colonne du Nord et dans la colonne du Sud, que ceux qui sont du pouvoir que de l'opposition, qu'on puisse trouver un moyen de relever les défis auxquels la nation est confrontée. C'est ma réflexion. Je la soumets à votre investigation et à votre sagacité intellectuelle et que chacun puisse en juger. Si vous aimez ce message, je vous prie de le relayer et de mettre un pouce et voilà, on se dit peace and love, que la paix soit avec vous.